Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La participation des femmes dans le processus de paix au Mali, c'est le sujet du grand dialogue de ce jeudi. C'est le lieu de signaler qu'un colloque international qui s'achève aujourd'hui ici même à Bamako est dédié à ce sujet, précisément à l'aspect relatif à la justice des transitions. La rencontre a pour objectif de mettre en lien des acteurs venus des contextes post-conflit à travers l'Afrique. Il s'agit donc d'un partage d'expériences entre ces derniers et les Maliens. C'est donc à la faveur de cet événement que nous avons voulu nous interroger sur un certain nombre de choses relatives à la place que doit occuper la femme dans le Mali d'aujourd'hui. Quelle est la place réservée à la femme dans les instances de décision au Mali? Quel rôle joue-t-elle dans le processus de paix? Sont-elles suffisamment représentées dans le comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation? Quelle place occupe-t-elle dans la commission Vérité, Justice et Réconciliation? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons adresser à nos invités au nombre de 3. Afezou Bonkana Touré, il est coordinateur du projet Accord. Monsieur Touré, bonsoir. Léonie Abela, elle est coordinatrice au secteur Conflit Afrique Accord. Madame Léonie Abela, bonsoir. Bonsoir. Nous avons enfin Magali Bess, elle est directrice de l'Institut Varenne. Madame, bonsoir. Bonsoir. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc au premier volet de ce débat, la représentativité de la femme malienne dans les instances de décision. Les choses ont-elles vraiment bougé à ce niveau? Ces dernières années, c'est la toute première question que nous adressons à nos invités, à commencer par vous, Afezou Bonkana Touré. Excusez-moi. Alors, je disais, est-ce que les choses ont évolué au Mali en matière de représentativité des femmes dans les instances de décision? Oui, effectivement. Merci bien de me permettre pour nous prononcer aujourd'hui sur la question de représentativité de femmes. On peut dire déjà que les choses bougent au niveau du Mali parce que nous avons même une loi sur la parité, ce qui est déjà bien. Donc, quand on essaie de regarder aussi les différentes institutions, quand on regarde par exemple le gouvernement, il y a des femmes qui occupent des postes de responsabilité. Au niveau de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, aujourd'hui, on a également des femmes qui sont commissaires et également le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation nous a promis aussi que dans les sous-sections et également dans les bureaux régionaux, il y aura des femmes. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté politique à ce que les femmes puissent participer pleinement dans la gestion du pays. Alors, vous avez parlé de loi sur la parité, la loi c'est sur le papier et la réalité? Et sur la réalité, on peut dire que c'est timide, mais c'est déjà bien lorsqu'on a une loi. Ça veut dire qu'il y a une volonté politique, ça veut dire qu'on a aussi une garantie juridique qui peut nous permettre d'arriver à l'objectif d'une bonne représentativité. Autrement dit, de la femme. avec une loi, on peut tout de même espérer. Avec une loi, bien sûr, on peut espérer parce qu'au moins, on a la caution juridique. Magali Bess, je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut Varenne. Vous allez quand même en quelques mots nous parler de cet institut. Alors l'Institut Varenne, c'est une association qui a pour objet de promouvoir la diffusion des connaissances dans le domaine de la paix, de la démocratie et des médias. On mène cette activité à travers plusieurs types d'actions. On organise un prix de thèse, on organise des colloques, on participe à des formations, notamment sur la justice transitionnelle. Et on participe également à des processus plus concrets. En Centrafrique, d'abord, où on a lancé un programme d'accompagnement des victimes. Et au Burundi, où on mène une mission d'appui à la commission Vérité et Réconciliation qui a été mise en place un peu avant celle du Mali. Et votre siège, c'est où? À Bayonne, en France. Alors, vous allez à présent vous prononcer sur la représentativité des femmes au niveau des instances de décision au Mali. Alors j'ai écouté ce que nous ont raconté les femmes maliennes pendant ces 3 journées. Elles ont souligné effectivement qu'il y avait des progrès qui avaient été réalisés. Effectivement, on a vu qu'il y avait des commissaires dans la CVJR du Mali. Elles ont aussi dit qu'il y avait donc une loi sur le genre qui avait été adoptée pour permettre au moins à 30% de femmes d'être présentes dans les institutions. Elles ont dit aussi qu'apparemment, il manque encore un décret d'application signé pour que ce texte puisse entrer pleinement en action. Et donc, elles ont appelé de leur vœu l'adoption de ce décret d'application pour que ce quota puisse s'appliquer pleinement.
Alors, nous allons nous tourner maintenant du côté de Léonie Abela. Je rappelle qu'elle est coordinatrice du secteur conflit Afrique du projet Accord. Madame, vous allez en 2 mots vous aussi nous parler du projet Accord. C'est quoi? Accor, en fait, c'est une organisation panafricaine qui travaille dans 18 pays en Afrique et nous travaillons sur 4 thématiques. Les 4 thématiques, c'est les moyens de subsistance en travaillant avec les éleveurs et les agriculteurs dans le continent. La deuxième thématique, c'est le droit à la santé. La 3e thématique, c'est l'équité du genre. Et la 4e thématique, c'est la transformation des conflits et la consolidation de la paix. Alors, dites-nous à présent, Léonie Abela, comment est-ce que vous appréciez la représentativité des femmes, les femmes maliennes dans les instances de décision? L'impression que j'ai eue, je ne vais pas dire que je connais beaucoup sur le Mali, mais l'impression que j'ai eue pendant ces 3 jours de colloque, c'est que vraiment, il y a de l'espace pour les femmes. Si déjà elles peuvent s'exprimer ouvertement, elles connaissent la politique du pays, elles connaissent les lois. Et donc, j'ai senti que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a de l'espoir pour les femmes de progresser et d'arriver à attraper, si je peux dire ainsi, cet espace qui leur est de droit par la constitution, je suppose, de ce pays, et que c'est à leur endroit d'y travailler beaucoup plus et d'arriver vraiment à occuper la place qu'ils devraient occuper. Sinon, l'espace, je crois qu'elle est là. Alors, nous allons nous intéresser un peu plus particulièrement à l'actualité. Autrement dit, nous allons évoquer le processus de paix. Et dites-nous à présent, la voix des femmes porte-t-elle dans le processus de paix? Autrement dit, est-ce que les femmes sont suffisamment impliquées dans ce processus? Vous allez répondre à la question. En premier lieu, Afizou Bonkana Touré, vous qui êtes coordinateur du projet Accord. Oui, effectivement, on peut dire que les femmes participent pleinement au processus de paix mais depuis les premiers contacts même, pour les accords, c'est des femmes quand même qui ont montré le chemin. Nous sommes dit également qu'il ne peut pas avoir de paix sans les femmes parce que les femmes, c'est véritablement, c'est les piliers en fait de la paix. Et de la même manière que les femmes sont victimes, pour trouver également la paix, il faut passer par les femmes parce que sans les femmes, il ne peut pas avoir de paix. Et je crois que le gouvernement malien a compris cela. C'est pour cela qu'on a mis des femmes dans les délégations pour les contacts avec les autres groupes. Donc je pense que les femmes jouent un rôle important dans le processus de paix. Alors, cette question, M. Touré, a-t-on donc rectifié les choses au fur et à mesure? Parce que nous rappelons avoir reçu des femmes ici au départ qui se plaignaient beaucoup, qui disaient qu'elles n'étaient pas impliquées, par exemple, quand les négociations avaient commencé en Algérie. Est-ce que maintenant, on a rectifié la situation? Vous savez, lorsqu'il y a un choix, lorsqu'on parle de délégation, on ne peut pas amener toutes les femmes. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des femmes qui représentent quand même une grande partie des femmes étaient à la table des négociations. Donc il faut reconnaître que les femmes ont participé. Et chaque fois qu'il y a des personnes, il y a certains qui vont dire que nous, on n'a pas été appelés, mais dire que les femmes n'ont pas participé au processus de paix, moi, je dis que ce n'est pas totalement vrai. Même si les femmes demandent plus de représentantes, je pourrais comprendre, mais dire que les femmes n'ont pas participé, ça... Alors, Magali Bess, vous êtes directrice de l'Institut Varenne, on le rappelle. Est-ce que vous sentez les femmes maliennes suffisamment impliquées dans les processus de paix en cours? Moi, j'ai eu la sensation qu'elles aspiraient à l'être encore plus. C'est-à-dire que c'est souvent le cas dans la plupart des pays en Afrique et ailleurs. Les femmes jouent un rôle extrêmement actif dans la construction de la paix au niveau du village, au niveau local. Et elles ont ensuite beaucoup de mal à se voir reconnaître au niveau national quand il s'agit de négocier les grands accords. Et j'ai eu la sensation qu'au Mali, ça avait été un peu le cas. Je ne connais pas exactement, mais voilà. Et aujourd'hui, on sent qu'elles aspirent vraiment à pouvoir prendre leur place et à pouvoir, dans l'ensemble des actes de mise en œuvre de ces accords, à pouvoir être pleinement consultées pour pouvoir donner leur avis. Mais on a senti effectivement que les associations étaient extrêmement dynamiques et qu'elles avaient beaucoup de choses à dire et qu'elles espéraient pouvoir le faire.
Maintenant, Léonie Abela, je rappelle qu'elle est coordonnatrice au secteur conflit Afrique du projet Accord. Léonie Abela, vous aussi, on sait que vous vous intéressez un peu à la situation. Alors, vous pensez vraiment que les femmes sont suffisamment impliquées dans le processus de paix ou alors vous pensez qu'il faut qu'elles soient impliquées davantage? Je dirais qu'en écoutant les femmes maliennes, la plupart sont impliquées activement dans le processus de paix, même si des fois c'est de manière informelle, mais elles font vraiment beaucoup à tous les niveaux, surtout au niveau communautaire. Elles sont les premières à essayer de continuer à tisser la cohésion sociale entre les différents membres de la communauté. Mais évidemment, il est important que ce rôle, qui est de fois très informel, puisse de plus en plus être reconnu au plus grand niveau, parce que je me dis, toute société est faite d'hommes et femmes. Et donc, quand on a tout projet de société, il ne faudrait pas qu'on puisse oublier toute une partie, toute une composante de la société quand il s'agit des processus, surtout de reconstruction ou de développement ou n'importe quel processus du pays. Il ne faut pas qu'on oublie toute une portion de la société parce qu'elle a sa valeur et elle a ses contributions à faire. Alors, puisque nous parlons de processus de paix, nous allons évoquer notamment le comité de suivi de l'accord de paix. Alors, vous comprenez bien que c'est une structure un peu très importante quand même dans ce processus. Alors, est-ce que les femmes sont bien représentées dans ce comité? Vous allez répondre à la question à Fizou Bonkana Touré. Il faut tout simplement regarder la commission vérité, justice et réconciliation. Le président est un homme et même la vice-présidente est une femme. Ah bah ça, c'est le comité, enfin la commission vérité, justice et réconciliation. Oui. Mais nous parlons pour l'instant du comité de suivi de l'accord pour la paix. Je n'ai pas beaucoup connaissance du comité de suivi pour la paix, mais moi je me dis, à chaque fois qu'il y a des hommes, il y a toujours des femmes derrière. D'une manière ou d'une autre, les femmes sont impliquées. Et les femmes sont impliquées, elles essayent de jouer pleinement leur rôle. Comme je le disais tantôt, je ne connais pas la composition exacte du comité de suivi pour les accords, mais je pense que derrière ces hommes-là, c'est des femmes qui sont derrière, donc les femmes participent d'une manière ou d'une autre. Et on ne peut pas atteindre un objectif sans passer par les femmes. Alors, Magali Besso de l'Institut Varenne, vous pensez que les femmes ont un rôle important à jouer dans ce comité, le comité de suivi de l'accord pour la paix? Alors, je ne connais pas non plus la composition du comité. Je suis plus réservée sur le fait que derrière les hommes, il y a toujours des femmes. Voilà. S'il y a des femmes, je préfère qu'elles soient devant, avec les hommes. Autrement dit, quand vous parlez ainsi, ça donne l'impression que les hommes peuvent s'exprimer au nom des femmes. Donc, c'est comme si... Voilà, Je préfère que les femmes soient dans la lumière que dans l'ombre. Mais ça, c'est un sentiment personnel. Mais évidemment, par contre, qu'elles ont un rôle majeur à y jouer. Je ne sais pas exactement dans quelle proportion elles y sont, mais il est sûr que si on veut que cet accord soit mis en œuvre pleinement, on l'a vu, d'ailleurs, les femmes sont très déterminées. Si on veut vraiment que ça fonctionne, il faut qu'elles soient dans ce comité et il faut qu'elles participent activement à la mise en œuvre de cet accord. Léonie Abela. Je dirais aussi qu'il est important que la représentation soit vraiment aussi importante des femmes parce que les femmes, habituellement, elles vont dans les détails. Elles sont capables de faire le suivi. Des fois, les hommes, ils font des grands plans et ça reste, je peux dire ainsi, dans le vide. Mais si dans l'équipe, il y a les hommes et les femmes, il y a cette complémentarité dans leur expertise, dans leur capacité et dans leur connaissance, mais aussi et surtout dans la responsabilité des tâches à faire. Mais je voudrais aussi souligner le fait que quand on parle de la représentativité des femmes, bon, c'est bon d'avoir le nombre, mais il faut surtout insister sur la qualité. Même si nous avons 2-3 femmes qui arrivent à ce niveau-là, il faut que ce soit des femmes qui ont de la substance et qui peuvent vraiment représenter la grande majorité des femmes. On a eu des cas dans d'autres pays où vous avez des femmes qui sont là, mais elles sont là pour représenter les intérêts politiques.
pas nécessairement les intérêts ou les besoins des femmes de la majorité. Vous voulez dire que dans ces cas-là, elles jouent le rôle de figurants là? Je ne dirais pas qu'elles jouent le rôle des figurants, mais elles risquent d'oublier la grande majorité des femmes et de continuer dans le secteur politique, intérêts politiques, qui de fois ne prennent pas compte des intérêts des citoyens et des citoyennes au niveau de tout le pays, je dirais. Studio Tamani, 18h30, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La justice transitionnelle, quel rôle pour les femmes, l'implication des femmes dans le processus de paix. Alors, ce sont là quelques aspects de la situation des femmes en général au Mali que nous sommes en train d'évoquer donc dans cette émission. Nous le faisons avec trois invités, Afizou Bonkana Touré. Il est coordinateur du projet Accord. Nous avons dans ce studio toujours Léonie Abela, elle est coordinatrice au secteur conflit Afrique du projet Accord, et Magali Bess, qui est la directrice de l'Institut Varenne. Alors, nous avons évoqué le comité de suivi de l'accord pour la paix, disons. Nous allons à présent parler de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Alors, au niveau de cette commission, les femmes semblent quand même être là. Oui, justement, comme on le voit, la vice-présidente est déjà une femme, il y a des commissaires qui sont des femmes. Afizou Bonkana Touré, continue donc. Et également, nous avons reçu le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui nous a également affirmé que les autres commissions au niveau des régions et également les sections, qu'il y aura des femmes qui seront représentées. Donc à ce stade, on pense qu'au niveau de la commission, c'est bien genré parce qu'il y a même une commission genre au sein de la commission. Alors, Magali Bess, le fait quand même qu'une femme occupe une place très importante dans la commission Vérité, Justice et Réconciliation, certainement, c'est quelque chose dont vous vous réjouissez, certainement. Oui, je trouve que c'est extrêmement important. D'abord, c'est symbolique, ça veut dire qu'on reconnaît aux femmes une place qui est fondamentale dans la commission. Donc ça, c'est important. Pour revenir sur ce que disait Léonie, ce qui est important aussi, c'est que les femmes peuvent jouer deux types de rôles. Elles peuvent soit représenter un groupe politique, ça ne veut pas dire qu'elles sont figurantes, ça veut dire qu'elles militent pour un groupe politique, ou elles peuvent représenter les femmes en tant que genre. Et ça, ce sont deux fonctions différentes. Pour que le vécu des femmes maliennes dans leur ensemble puisse être pris en compte par la commission, il faut que les femmes représentent non pas, en tout cas pas exclusivement des mobiles politiques, mais qu'elles aient aussi l'ambition de représenter les femmes de manière globale. Pour qu'elles puissent le faire, il faut aussi que les femmes qui soient présentes dans la commission soient représentatives des femmes du Mali, parce que parmi les femmes, c'est comme parmi les hommes, donc il y a des classes sociales différentes, il y a des religions différentes, il y a des intérêts différents, et chaque groupe a des intérêts, et donc c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut représenter toutes les femmes non plus qui peuvent avoir des intérêts différents. Mais effectivement, la présence importante de femmes dans la commission est un premier pas qui est majeur et qui est décisif, c'est-à-dire ça conditionne ensuite tout le reste. Donc ça me paraît effectivement une démarche très importante. Léonie Abela? Je dirais dans le même sens que c'est un plus d'avoir une femme à ce plus grand niveau. Parce que là, vraiment, elle sied à l'endroit où les décisions sont prises, à l'endroit où toutes les réflexions sont faites, et donc elle fait partie prenante de tout cela. Elle n'est pas juste là pour réagir sur les décisions prises, mais elle fait partie de la réflexion dès le départ. Et pour les autres femmes, c'est important parce qu'elles peuvent directement aussi influer sur les décisions en passant par elles pour présenter les autres composantes ou les autres besoins des femmes au niveau du pays. C'est vraiment extrêmement important. Alors, Afizou Bonkana Touré le disait, il y a même une sous-commission, genre vous dites? Oui. C'est à saluer, madame, non? Vraiment, parce que ailleurs, on avait souvent une commission, on disait sous-commission, mais qui est cachée derrière une autre commission. Mais ici, au Mali, je salue le fait que vous avez une sous-commission genre au même titre que les autres sous-commissions. C'est vraiment à saluer.
Alors, une question qui, en principe, était quand même destinée aux représentants de ONU Femmes, malheureusement, qui nous a informé à la dernière minute qu'elle ne pourra pas participer à ces débats. Alors, la question, on va quand même vous la poser. La résolution 1325, des Nations Unies sur le rôle de la femme, est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler le contenu de cette résolution? On va commencer par vous, Magali Bess. La résolution 1325, c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui donc est obligatoire. Elle a pour objet d'encourager et de promouvoir la participation des femmes à l'ensemble des processus de décision. Il s'agit à la fois d'intégrer, en ce qui concerne par exemple la justice transitionnelle, il s'agit à la fois d'intégrer leur vécu pendant le conflit dans la justice transitionnelle et ensuite de faire aussi participer les femmes activement au processus de décision. Alors, nous allons maintenant demander à vous, Léonie Abela, qu'est-ce que vous pensez de cette résolution, la résolution 1325? C'est une résolution en fait qui a ouvert l'opportunité aux femmes d'une manière légale dans tous les pays, dans le monde, pour leur participation active dans les processus de consolidation de la paix. Parce que très souvent, quand il y avait des commissions pour étudier comment faire résoudre des conflits dans un pays, souvent il y avait juste des politiciens et des hommes, et les femmes étaient exclues. Mais avec cette résolution-là, ça a ouvert l'opportunité pour les femmes pour qu'elles puissent participer dans ces décisions de consolidation de la paix. Mais pas seulement ça, il y a aussi la partie de la prévention. C'est comme ça que je crois, depuis cette résolution-là, on a des femmes qui font partie des missions peacekeeping, comment on appelle ça encore? De maintien de la paix. Oui, de maintien de la paix. C'est grâce à cette résolution, parce que il nous faut penser pas seulement à la résolution des conflits, la participation dans la résolution des conflits, il faut aussi penser à prévenir ces conflits, mais aussi à être, comme je le disais bientôt, dans les décisions, dans la partie de prise de décision où les accords aussi sont émis après quand il y a des conflits. Afizou Bonkana Touré. Oui, moi je pense que c'est important déjà qu'au niveau international on puisse prendre conscience de ce rôle important en fait de la femme jusqu'à ce qu'on puisse avoir une résolution, la résolution 1325. Je crois que c'est vraiment bon en ce qu'on pense que les femmes doivent jouer pleinement un rôle pour qu'on puisse arriver à la paix. Donc ça montre de tout l'intérêt qu'on accorde à la femme à jouer son rôle dans la paix et la réconciliation nationale. Nous allons apporter les seconds volets de ce débat, défis et implications des femmes dans la justice transitionnelle. Alors, nous allons commencer par vous, donc, Magali Bess. Justice transitionnelle, ça vous dit quoi aujourd'hui dans le contexte malien? La justice transitionnelle, c'est une justice de transition, c'est-à-dire qui répond à une période de crise, un conflit, pour le cas du Mali. C'est tous les mécanismes qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire c'est pas forcément un tribunal, ça peut être des réparations, ça peut être la commission vérité réconciliation comme à le Mali. C'est tous les mécanismes qu'on met en place pour traiter ou répondre aux violations massives des droits de l'homme qui ont été commises. Et donc pour le Mali, je pense que le plus gros symbole que vous avez en ce moment, c'est la commission justice, vérité, réconciliation. Alors, quel peut être l'apport des femmes quand même dans la bonne marche de cette justice? Elles peuvent avoir un apport, bien sûr, en tant que femmes, mais surtout, j'ai envie de dire que traiter le vécu des femmes, c'est la condition d'avoir une vraie justice transitionnelle. Les femmes et les hommes n'ont pas le même vécu pendant un conflit. Et donc, si on ne traite que le vécu des hommes, il va nous manquer toute une moitié de l'histoire, de la vérité, de ce qui s'est passé. On va justement rappeler que les femmes, quand même, ont le plus souffert, elles ont été les plus exposées, de même que les enfants qui sont quand même beaucoup plus proches des femmes. Oui, effectivement, les femmes, d'abord, elles sont souvent victimes de violences sexuelles. Ça, c'est la première violation particulière qu'elles subissent. Elles subissent aussi de nombreuses violations économiques parce qu'elles se retrouvent souvent déplacées, elles perdent leur maison, elles doivent, alors que les hommes sont absents, elles doivent assurer la sécurité physique et économique de toute la famille. Donc elles sont effectivement elles subissent des violations qui sont particulières. Et en même temps, c'est ce qu'on disait, elles jouent aussi un rôle très important dans la réconciliation. Et tout ce vécu-là, il doit être pris en compte dans la commission parce que ça fait partie du V-vérité. La société a un devoir de mémoire de ce qui s'est passé, et si on n'incorpore pas le vécu des femmes, on perd la moitié de l'histoire.
Donc ça, c'est la première chose. Et évidemment, vu qu'elles ont un vécu spécial, il faut apporter à ce vécu spécial une réponse, notamment en termes de réparation, de justice, qui est forcément différent de celui qu'on peut apporter à d'autres types de violations. Par exemple, une violence sexuelle, on ne peut pas la réparer de la même manière qu'un autre type de violation. C'est pour ça que le vécu des femmes doit être impérativement traité par la justice transitionnelle. Alors, dites-nous, Léonie Abila, ça veut dire que les femmes doivent être prioritairement impliquées quand même dans cette justice traditionnelle, non? C'est évident. Parce que, comme elle le disait Magali, les femmes, comme on le sait, les femmes et les enfants et les jeunes, très souvent, elles souffrent d'une manière différente et sont affectées d'une manière différente des conflits, et donc des conflits violents. Et donc, il est important que leur apport soit aussi pris en considération. Et cet après-midi, on discutait de ça aussi en disant qu'il ne faut pas limiter les violences que subissent les femmes au cours des conflits violents juste aux violences sexuelles. Il y a toute une gamme de violences qu'elles subissent. Entre autres, elles sont dispersées partout. Elles perdent leur maison, elles sont violées, elles n'ont pas d'abri. Il y en a qui sont forcées d'être mariées. Il y en a qui sont forcées à la prostitution, qui sont exploitées de toutes les manières. Donc, c'est tout ça que seules les femmes ou les jeunes filles peuvent donner comme apport. Parce que les hommes voient, je ne sais pas comment ils peuvent penser à ça. Ils peuvent y penser, mais de manière générale. Mais les femmes qui ont souffert, les jeunes filles qui ont souffert de tous ces genres de violences, elles sont les seules à pouvoir apporter cet apport pour qu'il y ait justice et pour qu'il y ait finalement guérison et de traumatismes de toutes sortes et enfin réparation en fin de compte. Afizou Bonkana-Touré. Oui, pour venir précisément au Mali, en 2015, il y a eu une étude d'OCHA qui dit que 54% en fait des victimes de la crise sont des femmes qui sont obligées en fait de se déplacer ou bien de se réfugier. Donc ça veut dire que les crises touchent plus de femmes que les hommes. Donc si on doit venir par exemple dans une justice, il faudrait également que les femmes participent parce que ce sont elles quand même qui ont subi beaucoup de violences, beaucoup de séquelles. Et je me dis pour qu'ils puissent avoir de justice aussi, il faut la faire avec les femmes. Comme l'adage le dit, quelque chose qui est fait derrière toi est contre toi. Donc, si on veut avoir une vraie justice, il faudrait que les femmes soient là, parce que ce sont elles quand même qui ont subi quelque chose. Donc, il est important à ce que les femmes puissent participer activement dans cette justice transitionnelle. Alors, on va en venir maintenant à ce colloque, un colloque international dédié donc à la justice transitionnelle. La fin des travaux, c'est en principe aujourd'hui, je crois savoir. Ouais. Alors, parlez-nous un peu quand même des objectifs assignés à ce colloque. On pose à vous la question certainement, Magali Bess. L'objectif du colloque, je pense qu'il était double. Il était à la fois de sensibiliser les personnes extérieures au contexte du Mali, et il était aussi de réfléchir à faire des recommandations sur la manière dont les femmes maliennes allaient pouvoir participer au processus de justice transitionnelle. Et l'idée, c'était de mélanger le témoignage et le vécu des femmes maliennes, qu'elles disent qu'elles souhaitent, etc., et de leur dire ou de répondre à leurs questions sur comment ça s'était passé ailleurs. Voilà un peu l'idée. Et c'est pour ça que le colloque s'est conclu par des recommandations. Alors, ils sont venus d'où, les participants? De quel pays? Alors, il y avait des participantes de Côte d'Ivoire, il y avait la Sierra Leone, le Libéria, le Rwanda. Moi, je venais pour parler du Burundi. Donc, des pays qui ont eu à Sud-Soudan, voilà, que des pays dans lesquels on a mené, alors à différents stades, on a mené des processus de justice transitionnelle, et l'idée c'était de voir comment ça s'est passé dans ces pays-là pour intégrer les femmes, et quelles ont été les réussites, quels ont été les échecs, et comment le Mali peut s'en inspirer pour trouver des solutions qui lui appartiennent. Léonie Abila, coordinatrice au secteur conflit Afrique du projet Accord. Oui, bon. L'autre objectif, comme elle l'a souligné aussi, c'était justement d'échanger sur les différentes expériences des différents pays qui ont connu des périodes de crise et qui sont passés par des mécanismes de justice transitionnelle. Mais en partageant ces expériences des différents pays qui étaient représentés,
on a souligné le fait que chaque pays a son contexte. Il était important qu'on puisse apprendre, écouter des autres expériences, mais qu'on les prenne tout en sachant que le contexte Mali est différent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres pour l'adapter, ou bien qu'est-ce qu'on ne peut ne pas apprendre des autres, laisser de côté. Donc, il n'est pas dit que... Il était important de savoir que les contextes sont vraiment extrêmement différents et qu'il n'y a pas à copier-coller les expériences venant des autres pays, mais il était important, de fois, d'apprendre des échecs qui ont eu lieu et comment on peut éviter à l'avance. Et c'est ça l'avantage du Mali. Passer en revue donc les raisons de ces échecs pour éviter qu'on connaisse la même situation ici, c'est cela. Bon, si on peut citer quelques échecs dans certains des pays, par exemple, si on parle du cas du Kenya, ils ont fait tout le processus jusqu'à la fin, jusqu'à avoir leur rapport avec des recommandations concrètes. Et jusque-là, le rapport n'a pas été publiquement publié par le gouvernement kenyan. Donc, c'est difficile de commencer à mettre en œuvre les recommandations qui sont dans ce rapport-là. Donc, d'une part, la volonté politique dans ce processus, elle est vraiment clé. Est-ce que la volonté politique au Mali, elle est prête à soutenir jusqu'au bout ce processus? Parce que si cette volonté politique n'est pas là, eh bien, bon, ça ne vaut pas la peine même de commencer ce processus. Alors, Afizou Bonkana Touré, je sais que vous êtes beaucoup intéressé quand même aux travaux de ces colloques. Vos impressions? Oui, mes impressions, c'est que c'est une bonne opportunité en fait à ce qu'on puisse regrouper beaucoup d'experts des pays qui ont connu déjà de crises à partager leurs expériences avec le Mali. C'est surtout ça aussi qu'on cherche, et aussi de tirer des leçons pour mieux informer les actions entreprises par le Mali à travers une publication. Donc ça, c'est important, et on a vu également la volonté politique parce que il y avait le ministre de la Réconciliation qui était venu, également le ministre de la Promotion de la Femme, qui ont déjà dit que le gouvernement malien est prêt à accompagner cette volonté à ce qu'on puisse passer vers une justice transitionnelle avec une participation effective des femmes. Donc ça, je pense que c'est déjà important, c'est ces aires d'action qu'il faut accompagner, et que également le gouvernement doit être là lorsque les femmes prennent l'initiative. Voilà. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Une réaction, un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Trois invités dans ce studio pour parler du rôle de la femme dans le processus de paix au Mali. Afizou Bonkana Touré, coordinateur du projet Accord, Léonie Abila, coordinatrice secteur conflit Afrique du projet Accord, et Magali Bess, qui est donc la directrice de l'Institut Varenne. Alors, nous avons commencé à parler de ce colloque, le colloque international, qui est donc consacré à la justice transitionnelle et qui s'achève aujourd'hui. Alors, le colloque s'achève aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà connaissance des recommandations? Est-ce qu'il y a des recommandations qui ont déjà été faites? Je crois que nous allons poser la question à Afizou Bonkana Touré. Voilà, donc avant qu'on ne sorte, les grandes lignes, les grandes recommandations commençaient à tomber. Donc, c'est d'avoir une participation effective des femmes dans le processus de la justice transitionnelle. C'est également une volonté politique affichée dans cette justice transitionnelle. Donc, ce sont quand même les recommandations qui sortaient, et également de mettre une plateforme internationale en fait en ce qui concerne la justice transitionnelle pour continuer à s'informer sur le processus. Dites-nous, Magali Bess, directrice de l'Institut Varenne, vous pensez que les recommandations issues de ces colloques ne seront pas oubliées dans les tiroirs, non? J'espère que non. Ce que je trouvais intéressant dans les recommandations qui ont été faites, d'abord, c'est qu'elles ont 4 destinataires différents.
l'État, la Commission Vérité, la société civile et les partenaires du Mali. Donc avec des recommandations bien précises pour chacun de ces acteurs. Et je pense aussi qu'elles ont acté 2 choses qui me paraissent fondamentales. La première, c'est l'importance de sensibiliser tout le monde, c'est-à-dire que chaque Malien ait une bonne connaissance à la fois de la justice transitionnelle et de la commission et du problème particulier des femmes pour que le processus puisse être mené à bien. Et deuxième recommandation surtout, qui acte le fait de comprendre que si on ne prend pas de mesures spécifiquement tournées vers les femmes pour leur permettre de participer, et ben en fait on discrimine les femmes. C'est-à-dire que si on ne prend pas de mesures actives, si on reste neutre, homme ou femme, et bien en fait ça pénalise les femmes. Et donc ces recommandations, elles actent ça. Et donc je pense qu'elles sont importantes et qu'elles sont une étape importante dans la prise en compte des femmes dans le processus. Alors, Léonie Abella, vous pensez que ce colloque va réellement apporter quelque chose? Je dirais que ce colloque apportera quelque chose dans la mesure où tout ce qui a été pris comme recommandation est pris en compte, mais surtout l'effort de sensibiliser toute la population malienne sur ce processus et surtout l'appropriation par les populations maliennes de ce processus. Parce qu'en fin de compte, s'il y a cette commission vérité, justice et réconciliation, c'est pas pour la commission, c'est pas pour le gouvernement, c'est pour les populations maliennes, surtout les populations qui ont été affectées par les différentes crises qui se sont succédées depuis 1963 jusqu'à 2012. Et donc, c'est une opportunité pour les Maliens et les Maliennes de s'arrêter, de réfléchir ensemble et de se dire, voilà, on va se dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la crise au Mali? Et de là se dire, nous n'en voulons plus. Et voilà les mécanismes qu'on va mettre en place pour qu'on ne se retrouve plus dans cette situation. Et de là avancer ensemble pour bâtir le beau Mali. Nous allons maintenant parler d'une situation un peu plus générale. Nous savons que le Mali quand même a signé, ratifié pas mal de textes internationaux, dont certains relatifs aux droits de la femme. Dites-nous, on signe les textes, mais ces textes, pour ce qui concerne les droits de la femme, est-ce qu'ils sont correctement appliqués à Fezou Bongana Touré? C'est vrai, souvent par rapport au texte, le Mali, comme on le sait, est parmi les pays, surtout de l'Afrique occidentale, qui signent et ratifient beaucoup de conventions, mais souvent, en ce qui concerne l'applicabilité, il y a des problèmes. Vous savez, les conventions internationales, même si déjà au niveau de notre Constitution, parce que les dispositions de l'article 116 de la Constitution dit que les conventions ratifiées ont une valeur supranationale. Donc ça veut dire que dès le moment que c'est ratifié par le pays, donc ça s'impose à l'État, c'est que ça soit appliqué. Mais ça ne suffit pas, il faudrait quand même une vulgarisation de ces textes-là, l'ordonnancement juridique interne qui doit être fait. Il faudrait également que les agents puissent les connaître pour que ça puisse être appliqué. Donc ça ne suffit pas. C'est bon lorsqu'on a un texte, mais l'appliquer, c'est un peu difficile. Donc il faudrait qu'il y ait vraiment une volonté politique. Il faudrait également qu'il y ait une sensibilisation pour que les acteurs et les gens également, sur lesquels ces textes-là doivent être appliqués, sachent que ces textes existent. Donc, le Mali ratifie, donc on peut dire qu'il y a une abondance de textes en ce qui concerne la protection des droits des femmes, mais l'application, il faudrait qu'on puisse quand même continuer à fournir beaucoup d'efforts pour qu'on puisse arriver vraiment à une application. Alors, Magali Bess, c'est donc vraiment beau, c'est bien bon de signer. Mais il faut également appliquer. Oui, il faut également appliquer, mais j'ai envie aussi de vous dire que c'est pareil dans tous les pays, c'est pas vrai qu'au Mali, et c'est particulièrement vrai pour les textes sur les droits des femmes. D'abord, le droit, c'est qu'un instrument, je suis juriste et j'en suis convaincue. C'est un instrument, c'est d'abord de la volonté des acteurs que dépend l'application des dispositions qui sont contenues dans les normes juridiques. Et ensuite, la résolution 1325, elle est très mal appliquée partout. C'est-à-dire que son existence, je ne remets pas en cause l'importance de son existence, elle est fondamentale, mais sa mise en œuvre est très compliquée dans tous les pays. Et l'égalité homme-femme, c'est un combat extrêmement long. En France, on est loin d'y être.
Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus accabler le Mali en disant que voilà, c'est le problème de l'application des textes juridiques et le problème de l'égalité homme-femme n'est malheureusement pas réservé au Mali. Donc, et je pense que faut pas, on n'est pas dans le tout ou rien, on est aussi dans un processus qui avance progressivement et chaque fois on avance un peu plus et on atteint on se rapproche de l'objectif qu'on veut atteindre. C'est ça qui est le plus important que le fait d'avoir l'objectif tout de suite, immédiatement, ce qui est impossible. Léonie Abela. Je dirais qu'au-delà des défis de la mise en œuvre de tous ces textes, toutes ces lois, il y a aussi le fait qu'il y a la nécessité de changement de mentalité. Est-ce que les hommes sont prêts à appuyer l'application de tous ces textes qui donnent l'égalité à la femme? Je me dis la question de nos mentalités pour... pas seulement les hommes, mais même les femmes. Est-ce que les femmes sont aussi prêtes à prendre ce rôle qui leur est donné et à comprendre qu'ils sont aussi des êtres égaux? Parce que le fait qu'on a été socialisés différemment, toujours mettre l'homme là au-dessus et nous quelque part là en bas, ça fait que ça prend aussi du temps et ça demande vraiment tout un effort de changement de mentalité avant même d'aller dans l'application des lois qui sont là. Une dernière question, certainement un dernier tour de table. On va commencer par vous, Afizou Bonkana Touré. Comment est-ce que vous voyez le rôle des femmes dans la société africaine dans les années à venir? Le rôle... Prenons le cas particulier du Mali. Non, le rôle de femme, il est incontournable, hein, comme l'adage le dit, hein, la maison ne se repose pas sur le soubassement, mais se repose sur la femme. Donc on ne peut rien faire sans la femme. Et je crois que depuis des années, l'histoire du Mali quand même nous raconte ça. La femme a toujours joué un rôle important en fait dans la paix de la cohésion sociale, tout ce qui concerne quand même la vie de la société. Donc ça va continuer. Nous sommes conscients que sans les femmes, rien n'est fait. Le monde ne sera pas fait sans les femmes. Donc, il faut partir avec les femmes, sinon on part à côté de la plaque. Magali Bess, les choses évoluent-elles suffisamment dans le bon sens pour ce qui est du rôle de la femme dans la société africaine, précisément malienne? Alors, je ne connais pas assez la société malienne pour vraiment donner une réponse. Hein. Moi, j'ai rencontré pendant ces 3 jours des femmes que j'ai trouvées très dynamiques. Elles ont beaucoup parlé, elles ont affirmé leur position, c'est ce que disait Léonie tout à l'heure, on sent une parfaite connaissance du terrain dans lequel elles sont. Donc moi, je les ai trouvées bien présentes. Après, ce que je souhaite dans l'avenir, c'est que les choses, elles évoluent, mais pas que au Mali, dans le monde entier. Je pense que c'est important que le rôle des femmes soit reconnu, pas que dans ce qui concerne le cercle privé de la maison. C'est important que ce rôle soit reconnu. C'est important aussi que les femmes puissent accéder au statut qu'elles souhaitent. Alors, nous allons donc donner la parole à Léonie Abela, coordinatrice secteur conflit Afrique du projet Accord. C'est certainement pour conclure ce débat. Merci beaucoup. Moi, je dirais qu'on insiste beaucoup sur l'éducation. Éducation de la femme pour qu'elle se découvre, qu'elle découvre ses capacités qui n'ont pas de limite, qu'elle apprenne à s'apprécier et qu'elle apprenne à occuper la place qui lui revient, qu'elle n'attende pas qu'il y ait des mécanismes qui vont permettre mais qu'elle ait ce courage d'être proactive parce que c'est son droit. Et donc, éducation. Et en fin de compte, c'est une question d'équilibre dans la société. Il ne peut pas y avoir développement si toute une partie de la société reste derrière. C'est juste une question d'équilibre dans la société pour le meilleur de la société. Merci. Voilà, c'est sur ces propos que s'achève donc votre émission, le grand dialogue de ce jeudi. Je rappelle que le sujet c'était donc la justice traditionnelle, quel rôle pour les femmes. On prépare à l'émission Afizou Bonkana Touré, coordinateur du projet Accord, Léonie Abela, coordinatrice secteur conflit Afrique du projet Accord, Magali Bess, directrice de l'Institut Varenne, mise en onde, Philly Dambélé, régie vidéo Seydou, réalisation Ousmane Djadje Touré, présentation Seydou Fomba. On vous retrouve donc demain pour le forum de la presse à demain donc.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Halud Maudi.